Bonjour et bienvenue au cours de géographie. Je suis le stagiaire qui va animer cette leçon. Pour la courte présentation, je m'appelle Guillaume Van Dormal et j'étudie au Ripageois. Nous aurons l'occasion de nous voir lors de la prochaine leçon, mais pour l'instant, au vu des conditions sanitaires, nous devrons faire avec cette capsule vidéo. Alors, dans un premier temps, je te propose de visionner un court documentaire sur l'incident nucléaire qui a eu lieu à Fukushima, au Japon, en 2011. Vendredi 11 mars 2011, à 14h46, un séisme de magnitude 9 se produit près de la côte est du Japon. Environ 3/4 d'heure plus tard, un tsunami de 14 mètres s'abat sur la côte, notamment sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, qui abrite 6 réacteurs de la compagnie TEPCO. La centrale conçue pour résister à un tremblement de terre de magnitude 8 et un tsunami de 5,7 mètres est ravagée. Dès la secousse, les réacteurs 1, 2 et 3 s'arrêtent automatiquement. La centrale n'est plus alimentée, les générateurs diesel lâchent à leur tour vers 16h30. Le niveau d'eau dans les systèmes de refroidissement baisse rapidement. Le combustible du réacteur 1 se met à fondre, ceux des réacteurs 2 et 3 également dans les jours qui suivent. Dans la nuit du 11 au 12 mars, le cœur du numéro 1 s'enfonce dans la cuve et la transperce. Le 12, le gaz d'hydrogène produit par le combustible provoque une explosion qui détruit le bâtiment. Même scénario pour le réacteur 3 qui est soufflé le 14. Ces explosions et dégazages nécessaires pour abaisser la pression propulsent de grandes quantités de radioéléments dans l'atmosphère. Du côté du réacteur 4, c'est la piscine d'entreposage touchée par un incendie qui inquiète. Le 15 mars, il est lui aussi touché par une explosion. Malgré l'intervention de l'armée, il faudra des semaines à TEPCO pour contenir la catastrophe et des mois pour refroidir correctement les cœurs en déversant massivement de l'eau, ce qui contaminera l'environnement. Vivre dans la région de Fukushima, un an après le tsunami, un an après la catastrophe nucléaire, difficile. Pour les pêcheurs du port d'Iwaki, le travail se résume à une surveillance hebdomadaire des taux de radioactivité. Un long combat pour tenter de regagner la confiance des consommateurs. En un an, les taux de radioactivité de l'eau sont descendus en dessous des limites autorisées, mais la peur est là. Notre morale est à zéro, explique ce pêcheur. On veut que la pêche puisse reprendre le plus tôt possible. Les craintes des consommateurs nous inquiètent plus aujourd'hui que les niveaux de radiation. On aide à la surveillance et on espère qu'un jour les consommateurs mangeront à nouveau nos délicieux poissons. Les enquêtes soulignent que les poissons plats tels que les limandes montrent encore des taux de radiation élevés, alors que les pieuvres, calamars, poulpes et crustacés seraient désormais sans risque pour la santé. Dans les lieux publics de la ville de Fukushima, à seulement 50 km des réacteurs endommagés, la radioactivité est aussi surveillée. Elle a baissé, mais des endroits à risque persistent. Les enfants n'ont pas joué dehors de l'hiver. Notre principal succès cette année, c'est d'avoir réussi à commencer à retirer du combustible du réacteur 4. C'est la première étape pour le démantèlement de la centrale et je pense que nous sommes enfin sur la voie d'un démantèlement propre du site de Fukushima Daiichi. TEPCO fait des progrès dans la gestion de l'eau contaminée, mais je ne suis pas satisfait pour le moment. J'aimerais voir un programme de gestion de l'eau plus complet et exhaustif. C'était il y a 8 ans, le 11 mars 2011, un tsunami dévastateur provoqué par un séisme s'abat sur le nord-est du Japon. Il fera 18 500 morts. Ce désastre en provoque un autre, l'accident nucléaire de Fukushima, la pire catastrophe du genre depuis Tchernobyl. 4 réacteurs sur 6 sont endommagés et des substances radioactives massivement rejetées. 8 ans après, les travaux de décontamination et de démantèlement se poursuivent à marche forcée. Parmi les défis majeurs, outre la gestion des déchets, celui de l'eau contaminée. Plus d'1 million de mètres cubes sont conservés dans des citernes et la capacité maximale sera atteinte fin 2020. Or, les traitements n'éliminent pas tous les éléments radioactifs. En 2011, une zone peuplée de 140 000 personnes avait été évacuée alentour. Aujourd'hui, mettant en avant le programme de décontamination mené, le gouvernement a levé les ordres d'évacuation dans la majeure partie de la zone. Il a mis fin aux subventions des déplacés et pousse les habitants à revenir avant les JO de 2020 qui attireront la presse du monde entier.
Mais beaucoup craignent toujours les radiations et se plaignent du relèvement du niveau d'exposition toléré par les autorités. Pour résumer le documentaire, il s'agit d'un accident qui a causé l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima, à la suite d'un tsunami en 2011. Il y a encore des conséquences aujourd'hui, sur la pêche notamment, puisque le taux de radioactivité est toujours élevé. La préfecture de Fukushima a dû être évacuée en partie sur un rayon de 30 km autour de la centrale. Il y a eu de nombreux morts, les eaux contaminées mettent la pêche au point mort, et plus d'1 million de litres d'eau contaminée sont stockés dans des cuves. L'explosion de la centrale de Fukushima a eu plusieurs impacts sur le Japon. Voici l'emplacement de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi. Ensuite, la zone évacuée sur 30 km, aux alentours de la centrale. La population qui habitait la zone évacuée était de 125 000 habitants. À la même date, la population de Liège était de 194 000 habitants, pour te donner une idée des proportions. La zone contaminée par les rejets radioactifs, tant sur Terre que dans l'océan, est assez grande, ainsi que le nuage radioactif qui a atteint l'ouest des États-Unis. Il faut aussi prendre en compte les zones de subduction et de convergence, d'où proviennent les séismes, car c'est un séisme au large des côtes qui a provoqué un tsunami. Ce qui a créé cette catastrophe, c'est le tsunami qui a ravagé la centrale nucléaire. Alors quelle est la partie de la centrale nucléaire qui a conduit à une explosion, ainsi qu'à une propagation de radioéléments dans l'atmosphère? Avant d'entrer dans le détail, voici brièvement comment fonctionne une centrale nucléaire. Le réacteur d'une centrale nucléaire comporte 3 circuits d'eau indépendants. Il y a le circuit primaire, qui transporte la chaleur du réacteur vers un échangeur. C'est là où se trouve le réacteur. Cette partie de la centrale est protégée par une enceinte de confinement. Le réacteur est quant à lui protégé par une enceinte qui lui est propre, en plus d'être placé dans une cuve. Ensuite, le circuit secondaire, où l'eau reçoit la chaleur du circuit primaire, où elle se change en vapeur. La vapeur actionne ensuite la turbine, qui fait tourner l'alternateur qui produit de l'électricité. Et pour finir, le circuit de refroidissement, qui refroidit l'eau du circuit secondaire grâce à un cours d'eau proche. La centrale comporte 3 circuits d'eau différents afin que l'eau du circuit de refroidissement ne soit pas en contact avec l'eau contaminée par les radiations. Dans le cas de Fukushima, le tsunami a produit une panne d'électricité, et le circuit électrique d'urgence lâche aussi à son tour. Cette panne coupe le système de refroidissement. L'eau du circuit primaire ne se refroidit plus, et le niveau d'eau baisse à cause de la température qui monte. Les combustibles nucléaires fondent, et le cœur du réacteur chauffe au point de percer la cuve. Cette combustion provoque un important dégagement de gaz d'hydrogène, au point que le gaz provoque l'explosion du bâtiment où se trouve le réacteur. Il existe différents types de production d'électricité en Belgique. Comme on l'a vu déjà précédemment, il y a la centrale nucléaire, que l'on retrouve le long d'un cours d'eau, dans un milieu industriel, dans le cas de Tihange, et on peut y apercevoir des tours de refroidissement où s'échappe la vapeur d'eau. Il y a aussi la centrale à gaz, qui elle produit de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion de gaz naturel. Ensuite, il y a l'éolienne, qui est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, dite énergie éolienne, laquelle est ensuite le plus souvent transformée en énergie électrique. Ensuite, il y a la centrale hydroélectrique, qui est une énergie électrique renouvelable qui est issue de la conversion de l'énergie hydraulique en électricité. Ensuite, il y a la centrale biomasse. Une centrale biomasse produit de l'électricité grâce à la vapeur d'eau dégagée par la combustion de matière végétale ou animale qui met ensuite en mouvement une turbine reliée à un alternateur pour ensuite produire de l'électricité. Donc, en général, on retrouve souvent un cours d'eau à proximité d'une centrale électrique, sauf dans le cas de l'éolienne. Toutes ces centrales ont un autre point commun. On y trouve toujours un système pour faire tourner une turbine qui va ensuite créer de l'électricité. Ce système est le vent pour l'éolienne, l'eau pour la centrale hydroélectrique et la vapeur d'eau pour les autres. Donc, pour la centrale nucléaire, la centrale biomasse et la centrale à gaz,
C'est la vapeur d'eau produite par différents moyens selon la centrale qui actionne la turbine pour ensuite produire de l'électricité. Bien, voilà qui clôture la première partie de cette leçon. Mais ce n'est pas encore fini. Une évaluation en ligne t'attend afin de vérifier que tu as bien compris cette partie de la leçon. Le lien du questionnaire est en bas de la vidéo dans la description. Nous continuerons la leçon en classe la prochaine fois. Nous y aborderons les atouts et les contraintes du nucléaire en Belgique. Sur ce, je te dis à la prochaine.